La Société historique de Montréal et la Fondation Lionel Groulx présentent Nouveau regard sur notre histoire. Une émission signée Jean-Charles Déziel. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire avec Notre histoire et nos racines sur les ondes de Radio VM. Au microphone, Éric Lebel. Aujourd'hui, un seul sujet, mais combien intéressant. Il s'agit d'un débat à l'occasion de la parution récente chez Libère d'un livre intitulé « L'avenir du bluff québécois, la chute d'un peuple hors de l'histoire » de l'auteur et philosophe Christian Saint-Germain. Bonne émission. À l'occasion de la parution récente chez Libère d'un livre intitulé « L'avenir du bluff québécois, la chute d'un peuple hors de l'histoire » de l'auteur Christian Saint-Germain, la librairie Le Port de Tête, située rue Mont-Royal à Montréal, organisait le 4 novembre dernier un débat opposant l'auteur et philosophe Christian Saint-Germain, professeur à l'Université du Québec à Montréal, et l'historien Éric Bédard, professeur à la TELUQ. Ce dernier vient de faire paraître aux éditions du Boréal l'ouvrage intitulé « Année de ferveur 1987-1995, récit d'une jeunesse militante » dont nous avons parlé ici même le 12 novembre dernier à l'émission « Nouveau regard sur notre histoire ». L'animateur de ce débat, François Charbonneau, est politologue. Il enseigne à l'Université d'Ottawa et il est directeur de la revue Argument. Nous étions sur place à cette occasion. Alors, je vous remercie donc encore une fois d'être ici ce soir. Je dois vous avouer, donc j'ai évidemment fait mon travail pour m'assurer d'avoir un bon débat. Donc, pour présider ce débat avec toute l'attention nécessaire, j'ai bien sûr lu les ouvrages. Et là, j'ai eu un moment de panique intense quand j'ai refermé le dernier des deux livres parce que je dois vous avouer que je ne sais pas de quoi peuvent bien se parler Christian Saint-Germain et Éric Bédard. Si vous avez lu les deux ouvrages, vous allez voir que là, on est dans deux univers complètement différents. Alors, on a d'un côté Éric Bédard, pour qui la noblesse de l'engagement politique a consisté chez lui, jeune idéaliste, à s'engager politiquement. Il parle de la difficulté de rassembler des millions de personnes autour d'un même projet, les compromis que ça suppose, le sentiment de filiation qui l'habite, la longue durée, l'importance d'accepter la défaite, parce que la démocratie, après tout, est un espace de parole, et c'est la beauté de la démocratie. L'objectif étant, bien sûr, d'amener les autres à voir les choses comme soi, et ce n'est jamais facile. De l'autre côté, Christian Saint-Germain, pour qui le mouvement indépendantiste, alors j'ai pas précisé que pour Éric Bédard, bien sûr, la noblesse de l'engagement était la sienne, d'une certaine façon, qu'il reconnaît aussi chez les autres, mais la sienne quand il était jeune et qu'il a décidé de s'engager pour faire un pays, et c'est ce qui l'a amené donc à militer pour le Parti québécois. Christian Saint-Germain, pour sa part, qui dit essentiellement que le mouvement souverainiste, depuis le début, n'est pas vraiment sincère. Il participe d'un bluff. Il sait, d'une certaine façon, qu'il va perdre. Il nomme à sa tête des leaders parce qu'ils sont des perdants, il le sait très bien. Et pourquoi ce bluff? Essentiellement parce que cette vaste mascarade se fait au profit d'une caste qui a intérêt à ce que rien ne change. Et pourquoi est-ce ainsi? Parce que nous sommes essentiellement aliénés. Et comment sort-on de l'aliénation? Pas par le vote, pas par la parole, mais par la violence. Messieurs,
Je sais pas ce que vous avez à vous dire, mais j'ai bien hâte de l'entendre. Alors, on a convenu de la manière de procéder suivante. Christian Saint-Germain va avoir 10 minutes pour nous présenter les intentions de son livre. Éric Bédard, bien sûr, aura droit à la même chose. Et par la suite, on discutera pendant à peu près une vingtaine de minutes avant de permettre aux gens de poser des questions. Je vous rappelle de bien utiliser les micros. Merci. Alors donc, merci de la présentation qui est un peu inquiétante pour l'auditoire puisque elle nous place en porte-à-faux, ce qui est loin d'être le cas puisque j'ai bien lu le livre de Éric que j'ai trouvé fort sympathique, fort enthousiaste. J'ai bien vu l'authenticité de la démarche militante. Bon, mon propos, moi, c'est un livre qui est écrit, on a fait état de mes publications antérieures, c'est pas mon premier livre. Je commence à être un vieux monsieur, mais un vieux monsieur qui a participé dans son enfance, qui a vu ses parents s'engager dans le RIN, qui a vu Madame Ferretti, Bourgault, Monsieur d'Allemagne, enfin, comme dirait Prévert, tous ces grands personnages, certains morts, mais pourtant si vivants par ailleurs. Et donc, c'est dans ce contexte-là que je pense qu'on peut fort bien discuter. Mon ouvrage est polémique au sens où, bien sûr, la matrix québécoise, là, l'espèce de rêverie souverainiste m'a toujours agacé. L'ouvrage s'ouvre sur une citation de Mao Tse-tung, alors que je ne suis pas maoïste, bien que j'aime assez les restaurants chinois, tout simplement parce que Mao dit à un moment donné, finalement, la lutte nationale est en dernière analyse une lutte des classes. Et donc, j'ai vu immédiatement dans les personnages qui ont été en particulier Parizeau et Bouchard, le rat des champs et le rat des villes, c'est-à-dire la bourgeoisie canadienne-française sous le mode ancien, là, sous le mode sénatorial à la Jacques Parizeau, qui avait tout loisir de retourner dans ses terres si le projet ne marchait pas, retourner dans ses vignes, plus exactement, et qui, en 1995, le 30 octobre dernier, donc il y a de ça 20 ans, faisait défection le lendemain de la défaite, essentiellement, après 200 ans d'attente dans l'histoire du peuple québécois. Cette défection-là n'a pas encore été analysée. En fait, on est peut-être mort en 95, on s'en est pas aperçu. On va le recevoir par la poste, un peu comme on dit, ton chèque est dans le mal, là, et on va avoir des nouvelles d'ici peu. C'est-à-dire la fenêtre d'opportunité historique s'est fermée avec Parizeau de manière dramatique, et c'est un élément tragique de notre condition de ne pas l'avoir vu, d'avoir vu ça comme une débâcle électorale, avec le crachet dans les mains à la prochaine fois, etc., etc. Donc, cette perspective-là m'a toujours inquiété au plus haut point. Pour ce qui est de Bouchard, bon, je ne peux pas m'appesantir sur son cas. Il fait une belle carrière de juriste dans les grands bureaux, il fait la leçon. Ces gens-là se représentent, mais dans le fond, ils jouaient la carte historique du peuple québécois d'une manière extraordinairement dangereuse à travers l'activité référendaire. Est-ce que ça sera possible? Bon, mon livre est assez peu enthousiaste à l'égard de la candidature de PKP. Je revois le vieux modèle bourgeois dans lequel on nous prévient qu'on va être plus riche, qu'il n'y aura plus de dédoublement administratif, toute espèce de considérations qui n'ont pas qui ont assez peu d'attirance pour la jeunesse québécoise, qui est déjà assez loin du débat. Et donc, c'est dans ce contexte-là que mon livre est écrit. Il est écrit pour dénoncer la mise en scène, la non-résolution, mais aussi pour mettre en évidence un aspect qu'on voit assez peu, c'est que la Révolution tranquille est notre boîte de Pandore, essentiellement. Et c'est elle qui va nous nier. C'est-à-dire, elle était essentielle, personne n'est pour la noirceur, là, il faut pas être démagogue, là, mais elle n'aboutit pas sur l'indépendance du peuple québécois. Elle aboutit sur une sorte, ce que j'ai appelé une endocolonisation, c'est-à-dire, on peut être propriétaire des pelles avec lesquelles on creuse sa fosse. C'est-à-dire le fait d'être propriétaire d'un certain nombre de sociétés d'État, arrogantes puis monopolistiques éventuellement, comme c'est le cas d'Hydro-Québec. Enfin, c'est un progrès, bien sûr, c'est pas la Westmount Light and Power, mais ça reste des sociétés arrogantes. Et donc, c'est dans ce contexte-là que l'argument est développé, c'est-à-dire coupure avec l'histoire, endocolonisation par les sociétés d'État, et donc aucun lien organique avec l'histoire, aucune continuité, aucune trame dans laquelle on peut rejoindre le peuple sur la conquête de 1760, la révolte des patriotes. Les Felkistes disaient eux-mêmes qu'ils connaissaient assez peu l'histoire des patriotes. Mes étudiants aujourd'hui seraient très mal pris pour expliquer l'action du FLQ. Conséquemment, il y a cette espèce d'amnésie. Il y a cette espèce de vide, puis il y a les revendications traditionnelles du Québec, c'est-à-dire les moyens constitutionnels par lesquels on a continuellement confondu à la fois réforme constitutionnelle et souveraineté du Québec au Parti québécois.
Enfin, le souhait que je fais, c'est le Parti québécois disparaisse, c'est-à-dire qu'il laisse place à quelque chose qu'il y ait de l'errance pour un certain temps, mais qu'on se débarrasse, j'allais dire, du refrain ou enfin de la musique du début d'un autre épisode de Symphorien où on voit des perdants qui reviennent. Il y a une généalogie de perdants qui fait en sorte que c'est très difficile d'investir ce parti-là comme étant le véhicule pour l'indépendance nationale. Moi, je ne le vois pas dans la forme actuelle du Parti québécois. Cette forme-là m'inquiète. Je crois même penser que même PKP, je doute même qu'il puisse faire 3 ans là-dedans. Et je n'ai aucune sympathie quant à sa sincérité véritable. Dès que ça va coûter quelque chose, il va falloir piger dans sa poche là. Je suis pas sûr qu'il va s'embarquer là-dedans. On l'a vu dans la question des mandats, des fiducies sans droit de regard. Je suis peu optimiste. 20 ans après le référendum de 95, je suis peu enthousiaste quant à cette embellie là, cette idée du sauveur qui arrive suite au travail de grand discernement du PQ après une grande bataille d'idées, là, suite à la saison des idées qui s'est arrêtée assez abruptement au demeurant. Et donc, ce grand parti d'idées là n'a pas élu le bon Dalai Lama, si j'ose dire. C'est-à-dire on est resté avec la bourgeoisie canadienne-française, un monsieur qui gagne entre 6 et 7 millions, donc qui devrait être en contact avec le peuple, là, directement, en savoir qu'est-ce que ça veut dire, ça, gagner 52 000 au Québec. Et donc, tout ça me porte à penser, donc, il faut revenir à 95 et méditer sur la défection de Parizeau, comme étant la clé pour comprendre la suite des choses. Parce qu'en fait, le titre de mon livre, ça dit l'avenir du bluff québécois, mais la réponse est dans le sous-titre, c'est la chute d'un peuple hors de l'histoire. C'est-à-dire, c'est à travers cela, cette idée d'une chute comme les colonisés qui n'entrent jamais dans l'histoire, c'est un peu à travers une relecture de Walter Benjamin et de Lionel Groulx, c'est à travers ça que je vois la suite des choses. C'est pas particulièrement Jojo, mais évidemment, j'ai pas la prétention, je suis pas Jojo Savard, donc je me lance pas dans des prédictions. Je pense que le peuple peut toujours se ressaisir, ça prend des leaders, ça prend l'éducation, ça prend un travail sur le terrain, et puis ça, je suis pas désespéré par rapport à ça, mais disons que la manière dont les choses se présentent, le modèle bourgeois canadien-français là me fait plutôt penser, un peu comme je le disais ailleurs, que le prix de consolation qu'on va avoir avec le candidat de la dernière chance, qui est issu donc du dernier sursaut d'une corde démographique, va nous amener un club de hockey au mieux à Québec pour réaliser la prophétie de sa mamade. Puis ça va être ça notre prix de consolation. Et donc c'est avec ça qu'on va se consoler entre Julie et Pierre Carr. Il me semble que c'est pas à la hauteur de ce qu'on peut espérer. Merci beaucoup, Christian Saint-Germain. Je passe tout de suite la parole donc à Éric Bédard. Alors, quand j'ai lu le livre de Christian Saint-Germain, et puis après ça, j'ai repensé à ce que moi j'ai écrit, je me suis dit, s'il lit mon livre sérieusement, il va sûrement fermer ça. Vous voyez, il a commencé en disant, c'est sympathique. Hein? Il est gentil, c'est sympathique. En fait, on pourrait intituler ce livre, comparé au sien, Tribulation d'un enfant de cœur. Ce serait mon livre. Ça pourrait être ça le sous-titre, au lieu de Récit du jeunesse militant, Les tribulations d'un enfant de cœur, puisque à côté du sien, là, où il arrive avec une AK-47 dans le magasin, là, puis qui tire partout, moi, j'ai l'air d'un enfant de cœur. Alors, je vous avertis d'avance, si vous n'avez pas lu les 2 livres, là, soyez bon. Alors, j'ai deux réflexions à faire là-dessus. Et c'est un peu en réaction, je parle à la fois de mon livre, mais je réagis aux propos incendiaires de Christian Saint-Germain. Première niveau de réflexion, c'est juste de revenir sur mon indépendantisme de jeune homme de 25 ans. Je raconte, en ouvrant mon livre, que quand je me rends là, le matin du 30 octobre 1995 pour voter, je suis fatigué, tout ça, comme bien des militants, et j'ai gardé un souvenir extrêmement précis des souvenirs qui sont montés en moi au moment où je pose le X. Mais vous allez voir le lien que je fais avec ce que nous dit Christian Saint-Germain, c'est que au moment où je pose mon X, je ne pense pas au modèle québécois. Je ne pense pas au progressisme de la Révolution tranquille. Je pense à mes ancêtres. Quand je pose mon X, là, ça me surprend moi-même. Ce qui monte en moi, c'est le passé. C'est le passé, c'est mes ancêtres. Moi, je suis le 12e de ma lignée. Je pense à mon ancêtre Isaac. Je pense à mon ancêtre Louis, qui était témoin du siège de Québec. Je pense à mon ancêtre Jacques, qui part à Port-Neuf, qui défriche. Je pense à mon ancêtre Joseph, qui est abandonné par ses frères et sœurs qui s'en vont en exil aux États-Unis. Je pense à mon père, qui est bûcheron à 18 ans, alors qu'il ne veut pas étudier parce qu'il voulait montrer à son père qu'il était assez fort physiquement pour faire ça.
Je pense à tous ces hommes-là, je pense surtout à ces hommes-là, et je me dis, vous n'avez pas tout fait ça pour rien. Donc, je vote pour le oui, parce que je veux assurer la pérennité de ça, par un État souverain. Et c'est ça qui surgit en moi. Je suis né en 69, j'ai fait l'école publique, non, j'ai fait l'école primaire publique, j'ai fait l'école secondaire avec le même programme que tout le monde, même si j'étais à l'école privée. Aux jeudistes. Aux jeudistes, Comme merci. moi. Ah, ben voilà, une bonne alma mater. Je suis bien Je savais formé. qu'on avait quelque chose ensemble. Je suis bien formé par Denis Jeté, Oui. professeur d'histoire, Père excellent. Martin, le père Martin. Le père Martin qui enseignait le latin. qui nous enseignait le latin, exactement. Donc, il y a quelque chose qui surgit. Et pourquoi je dis ça? C'est que ça prouve que chez quelqu'un comme moi, qui était né en 69, qui était passé dans ce système, il y a encore ce lien organique avec le passé. Visiblement, ce grand autre dont vous parlez à la fin de votre livre, de votre essai, ce grand autre était encore actif en moi pour que ce soit ce type d'émotion qui remonte à la surface au moment où je pose mon X à 25 ans, alors que je suis supposé faire partie de la génération de l'idiotvisuel. Selon Denis Arcand, dans Le déclin de l'Empire américain, il disait des gens comme moi faisaient partie de la génération de l'idiotvisuel. On était des analphabètes. C'était impossible que des gens comme nous, on ait un peu une conscience sociale. D'ailleurs, j'en ai parlé de ça à Denis Arcand quand je l'avais rencontré. Je dis, il faudrait que je vous fasse rencontrer du monde. Là. Je pense qu'il y a des jeunes que vous avez jamais rencontrés. Là. Bon. Premier élément de réflexion, que j'aimerais ça avoir votre réaction à ça, Christian. Il y a quelque chose d'encore actif, mais ce que je dis aussi dans le livre, c'est que c'était pas dans le discours, c'était pas le volet dominant du discours souverainiste en 95. Et d'ailleurs, je le dénonce, j'appelle ça la souveraineté rampante. Je reprends le titre de Jean Larose. Donc, il y en avait, tu sais, je repense, je me moque du cœur à l'ouvrage, là, le petit ouvrage qu'avait écrit Jean-François Lisée, où on nous assurait que si on votait oui, il y aurait moins de violence à la télévision. Alors, je me moque un peu de ça, il fait la liste, là, et puis bon. Autrement dit, ce qui était actif en moi le matin du 30 octobre n'avait pas été une carte importante durant la campagne de 95, mais en même temps, elle était là quand même, quand on pense à la déclaration, la fameuse déclaration solennelle dont tout le monde se moquait à cause de son passéisme, la fameuse déclaration qui est lue par M. Parizeau, et M. Parizeau est très ému lui-même, les discours de Lucien Bouchard, très emportés, parfois lyriques, qui en appellent justement aux ancêtres. Donc, cette tonalité-là a été présente, ce grand autre, cet arrière-plan, mais pas sur le mode dominant. Ça, j'en conviens parfaitement. Ce que je veux dire, c'est que c'était encore actif en 95. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est encore actif en 2015? Ça, je ne le sais pas. La question du colonialisme et la question de l'aliénation. C'était le discours, en effet, et là-dessus, j'ai trouvé que votre livre me rappelait beaucoup de thèses qu'on a lues dans les années 70. Marcel Rioux a écrit des choses comme ça. Pierre Vallière, citation en exergue, évidemment. La révolution détournée. La longue marche des technocrates, Jean-Jacques Simard, 1979. La révolution détournée par une bourgeoisie, par des technocrates. Une nouvelle classe. Par une nouvelle classe, le livre de Jacques Grandmaison, La nouvelle classe et l'avenir du Québec, 1979. Ces thèses-là étaient très, très fortes. La dénonciation d'une révolution tranquille qui a viré en technocratie, qui sert une classe. Moi, je suis très sensible à ça. Moi, j'ai été sensibilisé à cette thèse-là via le discours anti-boomer dans les années 90. Parce qu'au fond, la nouvelle classe, c'était des baby-boomers qui s'étaient donné un régime de convention collective mur à mur. Et puis, après ça, moi, j'ai été assez militant dans toute la question des clauses orphelins, lorsqu'il y a eu le déficit zéro. J'ai beaucoup milité pour dénoncer les clauses orphelins. Bon, alors, donc, je suis sensible à cette thèse-là. Mais là où j'ai un peu de mal, c'est la question de l'aliénation coloniale. L'aliénation coloniale. C'est que le discours qui était très, très axé sur la décolonisation, l'aliénation coloniale, ben, c'est des gens qui nous ont dit qu'il fallait rompre avec, non pas seulement le Canada français comme projet politique, évidemment, la fameuse thèse de Henri Bourassa, mais qu'il fallait rompre avec le Canadien français. C'est être aliéné, ce loser total, et on avait un peu honte, on était un peu gêné de ce personnage, qui était finalement souvent notre grand-père, notre mononcle, le Canadien français. Et le mot Canadien français, c'est-à-dire que devenir québécois, c'était un peu comme pour les Russes devenir soviétique. On devenait un nouvel homme. Et on coupait complètement avec cet être aliéné qui était ce Canadien français totalement méprisable. Parce que, à genoux devant son curé, et, disaient les gens de parti pris, à genoux devant sa femme, l'allié du curé, évidemment. C'est ce que disaient les gens de parti pris. Et donc, moi, je suis aussi en réaction par rapport à ça. C'est-à-dire que cette thèse, cette coupure avec ce lien organique avec l'histoire, vient pas seulement d'une bourgeoisie technocratique, c'est possible, qui s'est bien servi,
Mais elle vient aussi de la gauche. Elle vient aussi de la gauche qui a été très, très forte et qui a beaucoup tenu ce discours-là. Et je pense que ça a desservi cet imaginaire, cette transcendance dont vous parlez à la fin, en citant même Grou. Mao Tse-tung Grou, intéressant, hein? C'est quelqu'un qui est très éclectique dans ses choix de citations. Mais vous voyez, alors, ça, je serais curieux de vous entendre là-dessus parce que on peut dire que le contentieux est fort. Et là, on va jusqu'au bout. L'alternative, je lisais votre livre et je me disais toujours, mais quelle aurait été l'alternative à ça? C'est là que le livre est moins drôle. Ah, ben là, c'est qu'on le cherche et on cherche l'alternative et on se dit, est-ce que c'est le FLQ version IRA? Parce que c'est vraiment, si on est aliéné, c'est parce que la logique de l'aliénation, je suis trop long, hein, ou ça va? La logique de l'aliénation, c'est qu'on ne comprend pas ce qui se passe avec nous. On n'est pas conscient de notre infériorité culturelle, politique, économique. Et donc, ça prend une petite minorité de gens éclairés par la science de l'histoire pour nous sortir de cette torpeur. Et donc, dans une logique de discours sur la décolonisation, de l'aliénation, la démocratie fait problème parce que les gens qui sont appelés à voter ne comprennent pas leur état d'aliénation. Et c'était le discours des felkistes. Pour les libérer de leur aliénation, il faut passer aux actes par les armes, il faut les secouer, il faut faire des gestes d'éclat. Et d'ailleurs, moi, j'ai analysé au sein du mouvement felkiste, par exemple, l'opposition entre les spontanéistes et les marxistes plus orthodoxes qui disaient « attendons que les conditions soient réunies, etc. » versus les spontanéistes qui disaient « non, vous comprenez pas, là, ça va être trop long. Il faut poser des gestes, etc. » Donc, moi, quand je regarde dans ma famille, mais là, c'est très intuitif, c'est pas de la grande science, mais quand je regarde dans ma famille, l'aliénation, je l'ai vraiment vue, mais du côté ouvrier, maternel, montréalais. Oui, ça, c'est vrai que j'ai vu. Mais c'est une aliénation ouvrière, économique, sociale. Du côté paternel, mon grand-père paysan de Portneuf, c'était pas un être aliéné. C'était un homme même très libre, un peu comme souvent les gens parlent de leurs grands-parents paysans ou habitants. Il était roi sur sa terre. Et puis, c'était un homme qui était d'un tempérament très libre, un peu comme ce que racontent les chroniqueurs français, c'est-à-dire vous savez, les administrateurs français, quand ils parlent des colons, des pionniers qui étaient nés en colonie, des premiers Canadiens, ils disent, mon Dieu, que c'est des gens, rien à faire avec eux, ils font toujours à leur tête. Évidemment, ils sont tout seuls sur leur banquise, alors bonne chance pour aller leur dire quoi faire, là. Et il y avait cet esprit d'indépendance et tout ça, et en même temps un lien organique au passé extrêmement fort. Et donc, l'aliénation, cette thèse-là ne me convainc pas. Ne me convainc pas. Et donc, c'est pour ça que j'ai toujours fait le pari de la démocratie. Je pense qu'on peut convaincre les gens, on peut leur expliquer. Et c'était le pari de 80, on peut reprocher plein de choses, mais en même temps, je cherche l'alternative, et c'était le pari de 95 qui a presque fonctionné. Voilà. Écoutez, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, je vais m'arrêter maintenant. Merci beaucoup, Éric Bédard. Alors, comme Éric pose des questions à Christian Saint-Germain, je pense que la chose normale et naturelle, ce serait de laisser Christian Saint-Germain répondre. Donc, commençons comme ça, puis on verra où la conversation va nous mener. Sur la question des ancêtres, j'ai été très touché par le début de votre livre. J'ai dit qu'il était très sympathique, votre livre. C'est pas diminutif. La sympathie est une chose extrêmement importante dans la vie sociale. Parce que la référence aux ancêtres, moi aussi, je le lis. Vous venez de parler des paysans, puis moi-même, j'ai connu les derniers moments des travaux avec mes oncles. C'est des gens qui disaient, on prend pas d'ordre de personne. Puis ils voulaient même pas rentrer l'électricité. Ils lisaient le Crédit social. Ils regardaient la seule émission, c'était Soirée canadienne. Ce qui me permet de parler du Canadien français par rapport au Québécois. Miron parle du Canadien français au sens où, à partir du moment où il y a une transaction qui se fait, où on passe du Canadien au Québécois, c'est cette fabrication d'un homme nouveau dans l'idéologie des années 70, de la Révolution tranquille, la Quiet Revolution, c'est-à-dire c'est un terme qu'on n'a même pas forgé nous-mêmes, là. C'est-à-dire c'est une révolution tellement tranquille mais c'est les Anglais qui nous l'ont nommé, alors donc ça donne déjà le ton. Ce que j'allais dire là-dessus, c'est que cette révolution tranquille-là nous coupe de notre rapport aux ancêtres, justement, auxquels vous faisiez référence, et à notre lien à La Rochelle. Et c'est vrai que la gauche extrême voulait se couper même de ça, ultimement, puis de la France. C'est le grand débat que Miron entreprend avec les Joalisants, là, avec son œuvre. Hein. Lui, il veut rester un poète canadien-français
qui se distingue de la manière suivante en disant, par exemple, Paul-Marie Lapointe, c'est un grand poète, mais moi, je suis un poète important. Parce que moi, j'ai compris, là, je parle comme une statue de l'île de Pâques, là, à l'entrée de la libération du peuple québécois. Et donc, moi, j'ai compris quelle était la marge de l'histoire. Et évidemment, c'est une poésie de gauche, radicale, c'est Pablo Neruda, c'est nous, ça, essentiellement, hein. Et donc, c'est à partir de là que je vois pas beaucoup de différents entre votre position, c'est-à-dire le lien à l'ancêtre, mais le lien à l'ancêtre pour un jeune Québécois moderne qui a pas vu ce que c'était un wall de roche d'un canton de l'Est, puis des terres où il y avait une récolte de roche, une récolte de neige, puis qu'on ramassait avec des chevaux, puis on érochait, puis qui est pas en lien avec ça, il y a déjà quelque chose de l'expérience concrète qui est perdue. C'est donc, il y a toute une réinvention d'un langage indépendantiste. Le fait que vous vous sentiez pas aliéné, ben, c'est le propre de l'aliénation de pas se sentir aliéné. C'est là où on est, je m'excuse. À partir du moment où le PQ se coupe de la rhétorique de l'humiliation linguistique puis de l'humiliation économique, il perd toute énergie dialectique pour rentrer. Puis à partir du moment où il fait une démarche souverainiste du genre, on fait pas un pays pour les autres, on le fait pour soi, mais on n'est pas dans une secte de croissance personnelle, là. On est dans une lutte nationale avec des gens qui vont nous faire disparaître bien gentiment, comme des arbres poussent, puis finissent par couper la lumière aux autres arbres, puis les autres arbres meurent. C'est aussi simple que ça. Et donc, c'est au niveau de la survivance ethnique que nous sommes maintenant. Et à vrai dire, c'est presque au-delà de la partisanerie politique, c'est-à-dire des contenus des partis. Dans le fond, ce qui reste de l'indépendantisme québécois ou de la souveraineté telle qu'on l'a pratiqué, c'est qu'on veut sauver le modèle québécois bien davantage, sauver le fameux modèle québécois avec nos amis les médecins dont je parle avec tant de générosité, de l'abondance du cœur. Et donc, c'est ça qu'on veut sauver, parce que pour la question d'un projet de type indépendantiste radical, c'est pas que je fais pas confiance à la démocratie, mais la démocratie, ça marche quand ça roule pépère, mais dès que ça commence à brasser, dès que les étudiants sortent, ben l'anti-émeute sort, là, puis on tabasse des petites filles qui pèsent 100 livres, là, puis on se félicite de ça. Et donc, il me semble que dans toute l'histoire des démarches indépendantistes, il y a toujours eu à la fois le parti des gentils-toutous et un moteur à deux temps, c'est-à-dire un groupe actif. On n'aurait pas reproché à Golda Meir, par exemple, d'avoir été actif dans la libération puis dans la fondation d'Israël. Et donc, dès qu'on se coupe de ça, dès qu'on voit René Lévesque bouder l'ovation que Paul Rose reçoit lors d'un congrès du PQ, ce qui est une scène atroce pour moi, il oublie que quand on oublie le poème de Miron sur Jean Corbeau, là, on est devant quoi? On est devant des technocrates. Il nous reste Claude Morin, c'est-à-dire un Télétobies de la démocratie qui veut investir la GRC par les soirs. C'est ça qui nous reste? Un homme imaginatif, un technocrate de Québec. Non, il faut faire confiance à la démocratie, mais la vraie démocratie, pas celle qui est falsifiée par les lobbies, par les entorses aux lois électorales, par l'argent et certains votes. Peut-être... Si je peux me permettre, on va prendre des questions dans une vingtaine de minutes à peu près, mais si je peux me permettre de relancer Christian Saint-Germain, parce qu'il y a quand même une question qui a été posée par Éric Bédard, c'est celle de l'alternative. C'est-à-dire, on voit bien qu'il y a une avenue qui est bloquée, qui a probablement jamais été une avenue réelle, parce que bon, vous n'avez pas simplement cité Mao ou Fanon par hasard. Fanon est là, je veux pas dire à chaque page, mais à peu près. C'est-à-dire que cette violence-là est nécessaire. Ah, vous dites, l'évêque n'applaudit pas Paul Rose, mais qui envisage aujourd'hui, à part vous, une sortie de l'État canadien par la violence? Point d'interrogation. C'est-à-dire qu'on peut pas se dissocier par principe de la violence quand la question de la liberté d'un peuple est en cause. Surtout quand on sait que la pauvre violence, parce que dans mon livre je le dis, c'est là notre suprême pauvreté, même l'épisode Felkis. Bon, Jacques Rose, Paul Rose s'en sont réclamés jusqu'à leur dernier souffle, mais quand on regarde ce que Pierre Vallière, l'enquête de Pierre Vallière sur l'exécution de Pierre Laporte, on en vient à douter. C'est-à-dire, ils en sont peut-être les auteurs, mais ils sont sûrement pas les concepteurs. Donc, même ça est un mauvais tour fédéral. Et donc, est un moyen d'intimidation très machiavélien, qui a rien de scandaleux. C'est de l'intimidation politique. On sait ça depuis Hobbes, depuis Machiavel. Il y a juste Lucien Bouchard, puis Parizeau. Sa grande découverte, c'était de dire, écoutez, nous, si les marchés s'effondrent, on a la caisse de dépôt, puis on pensait que c'était une trouvaille, c'était extraordinaire. Il a pensé à ça. Wow! Oui, mais c'est l'enfance de l'art. C'est-à-dire que non seulement ça, mais était-il entouré des chefs de la Sûreté du Québec? Y avait-il de l'armée canadienne, des anciens soldats pro-québécois alentour de lui? Absolument pas. C'était
une rêverie, quelque chose de généreux qui participait d'une confiance aveugle, mais dangereuse, morale, pédagogique. C'est ce dont je ris pendant tout mon livre, c'est-à-dire cette espèce de pédagogie gnangnan du PQ qui dit « Êtes-vous bien sûr, voulez vous embarquer avec nous autres, puis ça va être dangereux, là, êtes-vous sûr, là, comprenez-vous la question, là? » Mais dans l'histoire des peuples, c'est bien rare qu'on fait passer un examen à chacun des votants sur où c'est qu'on s'en va. Et donc, cette espèce de candeur suicidaire fait en sorte qu'on est aujourd'hui, 20 ans plus tard, devant quelque chose d'extrêmement déprimant au plan politique. On est honnête. On a été honnête. Ça n'a pas de soin. Mais c'est juste ça qui nous reste, enfin. Je laisse peut-être réagir là-dessus, Éric Bédard. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été le dindon de la farce de quelque chose qui, en 95, parce qu'évidemment, vous êtes dans votre livre porté par un espoir, on le sent bien. Je pense qu'une des forces du livre de Christian Saint-Germain, c'est de mettre le doigt sur là où ça fait mal, parce que sinon on n'aurait pas de débat ce soir. En même temps, là où ça fait mal, non, c'est le flex au flex, c'est ça. Là. Bon, alors ça répète le sous-titre de l'ouvrage, là où ça fait mal. Dans votre cas, vous êtes fier de l'engagement politique et je pense qu'il n'y a pas de remise en question de cet engagement. En même temps, c'est vrai que, et on le sent dans le livre, vous n'êtes pas d'accord avec les choix qui sont faits, pas tous les choix qui sont faits en 95. Il y en a où là vraiment, et donc j'aimerais peut-être vous entendre là-dessus, c'est-à-dire il y a un engagement qui était sincère. Est-ce que les compromis se sont avérés être des compromissions? Oui. Est-ce qu'il y a des choix stratégiques qui ont été faits qui expliquent le désarroi actuel, etc.? Bon, alors, moi, j'appartiens toujours, je pense là-dessus, on est de la même eau. C'est un indépendantiste, c'est-à-dire l'indépendance est un projet en lui-même et pour lui-même. Il n'y a pas besoin de partenariat, il n'y a pas besoin d'association, il n'y a pas besoin de projet de société, il n'y a pas besoin de modèle québécois. C'est pas besoin d'assortir l'indépendance sans condition. C'était ma position de jeune homme, c'est toujours ma position. Si on m'offrait ça maintenant, je dirais oui sans aucune hésitation. Mais le constat que je suis obligé de faire, c'est que je suis minoritaire. C'est-à-dire que si on fonctionne par la démocratie, je suis minoritaire. On est minoritaire. C'est-à-dire qu'il y a une majorité de Québécois, mais prenons juste les Québécois francophones. J'oublie les autres, mais prenons les Québécois francophones. Écoutez, en 95, on était à 5 ans de Mitch. C'est encore frais dans la mémoire. Non, il n'y en est pas question. Société distincte, un petit hochet, Mulroney qui dit ça n'aura aucune valeur constitutionnelle, même ça, il l'accepte pas. Et moi, dans mon esprit, la preuve était faite, et la preuve, c'est que on avait milité les jeunes péquistes de l'époque pour qu'on pose la question clairement. Vous avez deux choix. 82 ou l'indépendance, il n'y a pas de troisième choix. Parce que, au fond, le fantasme de beaucoup de Québécois, c'est le troisième choix. C'est Mitch plus, c'est quelque chose comme ça. Ça serait, tous les sondages le disent. Ça serait ça le premier choix des Québécois. Et là, nous, on disait, faut forcer ça. Bon. Alors, j'ai dû constater, avec beaucoup de dépit, beaucoup de déception, écoutez, c'est comme ça. On est minoritaire. On est minoritaire si on va par la voie de la démocratie. Mais on n'est pas minoritaire si on s'associe avec des gens qui ont toujours ce rêve de l'autonomisme et tout ça, et qui pensent qu'on peut peut-être travailler à un projet, et puis on peut s'entendre. Et là, on devient tout à coup plus nombreux. Bon, en gros, les gens qui se retrouvent à la CAQ ou qui étaient à l'ADQ. Je le dis pas de gaieté de cœur, mais je suis obligé de constater que les chiffres tournent toujours autour de ça. Que si on s'en tient à un indépendantisme décomplexé, on franchit pas vraiment la barre des 35-40%. Alors, ce qui m'a agacé durant cette campagne, je parlais des choix stratégiques, c'est que justement, c'est qu'on essayait de dorer la pilule de l'indépendance par le cœur à l'ouvrage, cette liste de propositions où on disait il va y avoir des congés parentaux si on a l'indépendance. On en a eu 3 ans plus tard, pas besoin de faire l'indépendance. Il y a eu un paquet, je les donne les exemples, il y a eu un paquet de mesures qui étaient annoncées dans le cœur à l'ouvrage, qui se sont réalisées dans les années qui ont suivi. Et donc, l'indépendance était, comme dit Mathieu Bock-Côté souvent, une poursuite du progressisme par d'autres moyens, du progressisme de la Révolution tranquille, s'entend. Et sinon, ça n'avait pas d'intérêt. Ça allait de soi que ça n'avait pas d'intérêt. Et s'il y a une chose qui mérite, et qui m'a toujours irrité, qui mérite encore, c'est ça. Voilà, c'est à peu près ça.
Très bien. Donc, j'ai peut-être le temps de vous poser chacun, vous demander d'intervenir peut-être sur un des personnages qui est visé dans le livre de Christian Saint-Germain, parce que ça va nous amener peut-être sur la situation présente, c'est-à-dire la figure de Pierre-Carl Péladeau. Il y a... On va nous couper notre vidéo au Toron. Bon, je sais pas par... qui diffuse Radio Ville-Marie, mais espérons que ça se rende dans les foyers d'une manière ou d'une autre. Alors, tout ça pour dire que Pierre-Carl Péladeau en prend pour son rhume dans le livre de Christian Saint-Germain, mais ce qui me frappe, c'est que Pierre-Carl Péladeau est peut-être le seul qui, depuis longtemps, parle d'indépendance du Québec. Je veux dire, il est rentré en politique, alors apparemment ça n'a pas bien fonctionné comme opération de communication, mais le point levé, il paraît que ça aurait fait dérailler la campagne. Ça dit aussi quelque chose de l'état d'esprit des Québécois, mais peu importe. Donc, c'est quelqu'un qui en parle et qui en parle abondamment. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu injuste dans le portrait que vous tracez? Parce que lui aussi, finalement, si je comprends bien ce que vous dites, c'est un bourgeois bluffeur. Mais peut-être que je vous ai mal compris. Non, c'est pas mal. Ça me semble être assez fidèle. En fait, c'est pas les personnes sont assez peu importantes. En fait, les attaques personnelles sont pas du tout. L'objectif est pas d'attaquer les personnes. L'objectif est de faire la part des choses, c'est-à-dire de discerner les personnalités corporatives, c'est-à-dire ceux qui émergent de la bourgeoisie canadienne-française récente, Lucien Bouchard, ancienne, Jacques Parizeau, nouveau bourgeois, Pierre-Carl Péladeau, c'est-à-dire un garçon qui est sans doute fort sympathique au plan personnel, mais qui apparaît dans le PQ après une absence de course dans un soi-disant grand parti d'idées, dans un vide quasi absolu, dans un spasme d'une génération vieillissante, ce que j'appelle l'agitation des grands vieillards là, du PQ, Bernard Landry, excité, qui dit le prochain mot, ça va être convergence. Oui, mais c'est pas que la convergence dont il parle, c'est pas la convergence pour vendre les nouvelles affiches, les anciennes affiches du PQ, mais c'est la convergence du Journal de Montréal avec je sais pas quel canal, là, LCN, etc. Donc, c'est pas de viser les personnes, c'est de voir comment est montée, j'allais dire, la rêverie nationaliste. Puis elle est montée avec le candidat de la dernière chance. C'est ça qui me fait peur dans PKP, c'est pas PKP lui-même. C'est comment c'est monté comme le candidat de la dernière chance. C'est-à-dire que moi, je suis enclin à penser qu'en 95, on s'est peut-être donné la mort collectivement sans s'en apercevoir avec l'échec de Parizeau. C'est pour ça que je suis assez dur vis-à-vis Parizeau plus que par rapport à quiconque. À plus forte raison, quelqu'un comme PKP qui viendrait se lancer dans un psychodrame référendaire, là, c'est vraiment la fin des haricots. J'aime à penser que je me trompe pour 95, mais on sait bien que si le candidat de la dernière chance se pointe puis qu'il réussit pas, puis je vois pas comment il pourrait réussir parce que je vois pas de différence de formation, je ne le sais pas, grand lecteur. Bon, il était au département de philo de l'UQAM, c'est ça qu'il rachète, mais si peu. Puis il y a même une salle, même à l'UQAM, il y a même une salle Pierre Péladeau, là, en quoi nous sommes toujours à l'avant-garde. Mais c'est ça qui est terrifiant, c'est que dans le fond, c'est malheur à la ville dont le prince est un enfant, c'est-à-dire quelqu'un qui est élu par un parti québécois dans une course à la chefferie d'une pauvreté astronomique, là, des gens qui prétendent fonder un État sécessionniste, celle que j'appelle la druidesse Martine Ouellette, ou l'Olibrius de gauche qui est pas inscrit mais qui veut parler quand même puis qu'on laisse passer. Puis ces gens-là disent le plus sérieusement du monde, nous on veut séparer le Québec. Un Québec entouré du Canada anglais puis des États-Unis d'Amérique, mais on n'a pas de formation, puis on n'est pas entouré de rien, puis ça va marcher. Puis Drainville qui dit, moi je suis un ancien journaliste de Radio-Canada, puis ses phrases finissent par le monde ce qu'il veut là. Donc c'est quand même, c'est gros comme le nez au milieu du visage là. L'entreprise de libération d'un peuple tardive par rapport aux luttes de décolonisation, c'est le cas du Québec. Là, rappelons-nous que la Papouasie-Nouvelle-Guinée a obtenu son indépendance en 1976. Ça prend quand même des gens qui ont une formation, qui ont une vision de l'intégrité du territoire, de la sécurité qu'on va établir. Ça n'a rien à voir avec la démission du modèle démocratique ou dire Monsieur Saint-Germain, vous êtes bien trop violent. Ça n'a rien à voir. C'est précisément parce qu'on veut pas de violence qu'on veut être préparé pour la violence, justement pour qu'il n'y en ait pas.
Si Parizeau avait gagné avec 50 000 de majorité, qu'est-ce qu'on aurait fait avec Kirkland, puis Bader Fee, puis tous ces gens-là qui réclament récemment à Longueuil de parler anglais à Longueuil dans les assemblées municipales? Et eux, ils se diraient pas, oh, quelle belle démarche personnelle, les Québécois, vous en êtes venus à vous comprendre vous-même. C'est magnifique. C'est pas une affaire de cristaux, là. C'est une affaire de l'histoire. Les leçons de l'histoire sont un peu plus claires. C'est Hobbes, c'est Machiavel, c'est Fanon, c'est Mémy, c'est tous ces personnages qui montrent que les affaires se font pas comme dans une séance de massage, là. Mais on veut pas, c'est pas la question qu'on le veut, mais on doit avoir un moteur à deux temps. C'est-à-dire à la fois un parti très rationnel, mais des jeunes qui sont résolus, pas partir pour le djihad. Il y a pas mal de travail au Québec pour se faire respecter, alors que 40 ans après la loi 101, Montréal se réanglicise tranquillement. La ministre David dit faudrait bien que les grandes compagnies soient courtoises avec nous. Ce serait bon qu'ils mettent un ou deux mots de français en bas de leurs affaires. Là, on se trouve une femme entreprenante. 40 ans après la loi 101. Éric Bédard, est-ce que le Parti québécois est encore le véhicule de l'indépendance du Québec que vous avez souhaité dans votre jeunesse et que vous souhaitez toujours aujourd'hui? J'ai pas pu faire autrement que de me dire à la fin d'un des chapitres, mais ces grands esprits là, pourquoi ils se présentent pas? Pourquoi ils vont pas en politique, ces grands esprits? Pourquoi on laisse ces Olibrius occuper l'avant-scène, justement? Où sont ces gens de qualité? Ben, ils sont pas en politique en ce moment, parce que là, ils sont pas en politique. Ça les intéresse pas. Et là-dessus, il y a un élément de réflexion qui m'a interpellé, c'est lorsque vous dites Bouchard et Parizeau ont toujours dit qu'ils avaient fait de la politique par accident, ils voulaient pas en faire. Ils voulaient pas en faire, puis ils se sont toujours dit, moi là, je suis pas un vrai politicien, puis ça m'intéresse pas vraiment au fond. Et ça, ben là, c'était au cœur de mon livre sur les réformistes du 19e siècle. L'espèce de vision négative qu'on a de la politique, on veut pas en faire vraiment, ça nous intéresse plus ou moins. Ça me hante encore, donc je réponds pas vraiment à ta question, mais en même temps, j'y réponds, c'est-à-dire faire de la politique. Je pense à des personnages comme Ben Gourion, là. Ben Gourion, là, qui a labouré des champs de roche à 20 ans, puis il a été s'est rendu jusqu'à la fin, il a jamais lâché. Comment se fait qu'une société peut générer des hommes comme Ben Gourion et nous, on a du mal à générer des personnages qui vont comme ça? Papineau lance un peu la serviette, hein? Papineau lance un peu la serviette, il revient en 45, il essaie, puis après ça, il voit que ça marche pas, il s'en va dans ses terres, puis il écrit des lettres. Bon, il écrit beaucoup de lettres. Et on pourrait, la liste est longue, comme ça. Comment il se fait que c'est la peur de l'échec? Je cherche la réponse. C'est une question qui me hante depuis que je lis. La politique n'est jamais liée au grand, parce qu'il y a quelque chose d'héroïque, la manière que vous parlez de ce que doit être la politique. Il y a quelque chose de beau, de grand aussi, et d'héroïque. Vous dites, c'est sérieux, ça prend les meilleures têtes, il faut penser à tout. Il y a l'aspect, tu sais, le managering, là, pour gérer le lendemain avec la caisse de dépôt, mais il y a quelque chose d'autre. Il y a un lien avec l'histoire, il y a un souffle, il y a quelque chose de visiblement, il y a quelque chose dans notre culture politique où on sent que ça je sais pas, on a peu de gens qui vont au front. Alors voilà, j'ai pas de réponse là-dessus, moi je suis mystifié par ça. Mais peut-être rapidement sur la figure de Parizeau, parce que là, il me semble qu'on a un désaccord. Le bandeau sur le livre d'Éric Bédard, c'est Génération Parizeau, et on a, un portrait de Jacques Parizeau très, sans concession. Alors, peut-être vous entendre là-dessus. Là-dessus, oui, c'est vrai, merci. Parizeau, c'est vrai que la question du départ, puis le côté, je suis fâché, puis je vais vous le dire, là, puis je m'en vais, puis je boude. Le politicien le plus insulté de l'histoire du Québec. Oui. Il laisse pas rentrer chez Moïcheuse, là. Oui, mais c'est vrai qu'il a été toujours dépeint comme un homme intolérant, xénophobe par la presse anglophone. Bon, peut-être que ça aurait pu pas le déranger, mais ça l'a peut-être dérangé, puis à un moment donné, il était fasciné par les Anglais. C'est pour ça que je le décris comme un vice-consul des Indes britanniques, c'est-à-dire plus anglais que les Anglais, c'est-à-dire le syndrome de Stockholm, merde. C'est-à-dire que c'est vraiment, là, il parlait mieux anglais que les Anglais, c'est-à-dire la même fascination, mais c'est être colonisé, ça peut être ça, là. Tu peux être colonisé même si tu viens d'Outremont, surtout. Ouais, je ne sais pas, je trouve ça un peu fort. Non, je comprends l'idée. Il a fait le lycée français, pour ça il est allé étudier à Londres. C'est vrai que je comprends l'idée, mais de là en faire un colonisé,
Je sais en tout cas, pas. un perdant. C'est-à-dire un perdant qui devait s'étendre au deuxième round. C'est-à-dire que, qui devait s'étendre. C'est-à-dire que, dont on savait que sa résolution, c'est-à-dire son espèce de rupture caractérielle le lendemain du référendum, alors que ça fait 200 ans que le peuple attend, puis qu'il a ouvert la fenêtre, on n'a jamais été aussi proche. Puis en plus, il nous dit lui-même, on a été volé. Oui, mais quand tu te fais voler quelque chose, tu pars après le gars qui a volé ton bicycle, là, tu dis, hey, tu dis pas, moi je me retourne dans mes terres, puis c'est comme ça, je reprends mon ballon, puis je joue plus, là. C'est parce que t'es investi par un peuple qui attend, hein, comme dans le milieu chrétien, là, t'étais pas, puis les chefs nationalistes québécois, puis les récents, puis c'est la même chose pour Bouchard, mais Bouchard, lui, c'est autre chose. Lui, Bouchard, il avait déjà tourné, il avait été avec Mulroney, il avait déjà, puis le fait que, ce qui m'a frappé, moi, quand on regarde les choses, parce que moi, mon livre se lance pas dans des interprétations psychanalytiques savantes. Il y a le film de Francine Pelletier, Monsieur, puis il y a le film de Carl Leblanc sur... on a tous les gars témoignent directement de ce qu'il y a même pas de lecture au deuxième degré. Les gens disent, on n'a jamais voulu faire de politique. J'ai été le politicien le plus insulté. Ben oui, non, t'es pas Nelson Mandela. En tout cas, ta résilience a été assez courte par rapport au projet. C'est-à-dire que je veux pas avoir l'air ingrat par rapport à un grand personnage. J'en comprends bien la dimension, puis l'intelligence. Puis quand je le compare avec les politiciens actuels, bien sûr, j'ai pas perdu mon admiration pour lui. Quand on s'attaque au chef nationaliste, quand on est indépendantiste, on a toujours l'impression de frapper ses propres parents. C'est l'impression névrotique que j'avais, mais je peux pas m'empêcher de dire que la chose la plus urgente, c'est de faire le procès le plus expéditif, puis arrêter le culte de la personnalité des perdants. C'est-à-dire que moi, j'aurais été satisfait et content de voir brûler en effigie Parizeau et Bouchard le 30 pour qu'on reparte le nationalisme ailleurs, qu'on le refonde ailleurs que dans le modèle larmoyant et des perdants. Si on avait fait ça, il me semble qu'on aurait parlé de d'autres choses que le couronnement du petit Trudeau qui revient c'est comme un mauvais rêve shakespearien, là. Puis quand on revoit les films de la perte du référendum, ça lève le cœur. C'est-à-dire de voir un peuple se dire non à lui-même. Dans mon livre, je dis s'avorter par des moyens artisanaux. C'est une scène lourde. C'est une scène sur laquelle il faut revenir pour rappeler au peuple qui s'est dit non à lui-même. C'est là l'éducation doit être faite là. C'est-à-dire ça donne la nausée quand on voit les Frula dire le camp du non, puis tu vois tous ces personnages, puis les plus importants sont même pas sur la scène, là, c'est Paul Desmarais qui tire les ficelles, que Bouchard va aller saluer là, lors de la fête, c'est des scènes, là on est vraiment dans Réjeanne Padovani, là, on est retourné dans Réjeanne Padovani, les hommes qui tirent les ficelles, et c'est pour ça que c'est pas juste du romantisme notre affaire, mais ultimement, c'est peut-être pas du romantisme, mais le contexte québécois va être celui du survivaliste du 2% parlant français tôt ou tard, là. C'est-à-dire que mon livre se termine en disant « N'avez-vous pas honte, quand vous entendez lors de la fête des Acadiens, le 15 août, si je ne m'abuse, d'entendre ces pauvres Acadiens massacrer le français, ben on en a les signes avant-coureurs, tu sais, d'une espèce de chiac qui s'en vient dans notre langue, puis progressivement va nous effacer comme ethnie. » C'est ça qui est triste. Mais ça veut pas dire qu'on baisse les bras, ça veut pas dire qu'on a démissionné dans la démocratie. Loin de là, il s'agit juste de repartir avec le bâton du pèlerin, puis de retravailler sur des choses, pas reproduire les mêmes erreurs. Pas un nouvel argumentaire économique, cette fois mené par PKP. Pitié, passons à autre chose. Enfin. Bien, alors on va prendre les questions de la foule. La seule chose que je dois déterminer, c'est si les questions de la foule... La foule... Non, mais je veux dire, les gens à la radio ne voient pas... nous sommes au forum en ce moment. Exactement. Et les gens font la vague. Est-ce que... donc, si ça va être enregistré, je demande aux gens de venir prendre le micro, j'imagine? Ou oui, d'accord. Alors, on va rendre un micro disponible pour les gens qui voudront poser une question. Je vois que... Ou je la répète. Alors, on va faire ça et je vais donc répéter la question. Donc, allez-y. On vous écoute. La première question, c'est en fait... Je vais retenir la dernière qui porte sur les médecins comme nouvelle caste. C'est vrai que c'est une part non négligeable de votre ouvrage. Pour les médecins, c'est-à-dire que le fait que les médecins soient bien payés, évidemment, c'est pas moi qui va dénoncer l'expertise ou qui va dire qu'ils rendent pas un service de première importance. Le problème, c'est la disproportion entre le salaire moyen des gens qui sont censés traiter et leur salaire. C'est l'écart abyssal entre ce que la population captive peut payer et ce qu'ils reçoivent, eux, et sans la moindre arrière-pensée. C'est-à-dire, c'est des gens qui nous menacent ponctuellement de quitter le Québec, qui nous menacent ponctuellement, donc, à la faveur de négociations. Mais c'est aussi
Oui, mais avec eux-mêmes à travers leurs représentants. Ça, c'est encore une anomalie absolument terrifiante. C'est-à-dire qu'on puisse avoir au sommet de l'État québécois un État qui est vraiment le modèle québécois, géré par des médecins, dont mon hypothèse, c'est-à-dire que j'ai toujours pensé que quelqu'un comme Couillard, dans le fond, les questions politiques, pour lui, toutes les questions politiques autres que le statut des médecins restent périphériques. Je pense qu'il fait carrière parce qu'il veut essentiellement prolonger la vie utile, qui est menacée, puisque dans le fond la capacité de payer va cesser là. Il va y avoir des sacrifiés, puis il y a déjà des listes d'attente, puis enfin une organisation avec des éléphants blancs qui ressemblent à s'y méprendre au parc olympique, là, le CHUM avec ses extras, puis avec toute la. Enfin, on est vraiment là dans une scène qu'on connaît trop bien, mais c'est aussi le discours médical, c'est-à-dire c'est ce qui nous attend une fois que le grand projet d'un peuple affranchi a échoué, c'est-à-dire ce qui nous attend pour les jeunes, c'est-à-dire les gens qui sont les plus prometteurs dans la société québécoise, c'est d'avoir un quotidien totalement ponctué par, la dénutrition des vieillards à Quaticook, les chutes avec les marchettes. C'est-à-dire qu'on va entendre une ritournelle sinistre de cette nature-là. Je suis pas insensible au vieillissement de la population, mais c'est ça qui attend les enfants les plus prometteurs du Québec, c'est-à-dire vivre dans cette ambiance où la seule préoccupation, c'est la qualité de vie. Avez-vous votre médecin de famille? Ben oui, mais tu veux-tu une liste, de toute façon, avec ton médecin de famille? C'est comme si avez-vous un prêtre dans votre famille il y a 50 ans, on aurait dit la même chose. Donc, ces préoccupations-là ont quelque chose de totalement déprimant comme horizon historique, c'est-à-dire voir reculer le français à Montréal, puis voir les médias totalement accaparés par des questions de soins de fin de vie, on voit le Québec crépusculaire, là. Et donc, c'est pour ça que, d'une certaine manière, c'est ça l'appel au grand hôte. Ça a l'air peut-être romantique, mais ne serait-ce que pour sortir de cette enclave, de ce discours des castes médicales et du pouvoir extraordinaire, parce que n'oublions pas que les médecins spécialistes sont les seuls à faire revenir les députés en plein été pour se faire modifier la loi à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas grand groupe de pression à l'intérieur du Québec qui peut faire ça, là. Enfin, les gens reviennent de chute de la Chaudière, voter en plein été, là. C'est quand même une scène, là. Et donc, l'intendant Bigot n'est pas mort. C'est ça que je veux dire. Merci bien. Pas nécessaire d'intervenir là-dessus pour Éric Bédard. Je vais en profiter pour annoncer que dans le prochain numéro de l'excellente revue Argument, que j'ai le bonheur de diriger depuis plusieurs années, il y a donc un dossier qui va s'intituler « Le Québec est-il malade de ses médecins ?» Alors, vous aurez le loisir de le découvrir en kiosque bientôt, ou par abonnement, surtout par abonnement. D'autres questions, s'il vous plaît, je vous écoute. D'accord. Donc la question, c'est est-ce que Parizeau est vraiment un perdant et est-ce qu'il faudrait pas prendre en compte la possibilité que ce référendum-là ait été au fond volé? Mais j'ajoute, oui, mais justement, d'où l'intérêt de ne pas quitter son poste à partir du moment où il voit que la démocratie, lui qui est un grand démocrate, en point douter, à partir du moment où il voit que la démocratie a été lésée, c'est de rester là puis d'essayer, soit par des commissions d'enquête, soit par de continuer le combat sur le vol de ce vote décisif. C'est la seule chose que la raison d'État commandait, c'est de dire nous avions gagné, et de continuer le combat. C'est la défection qui est problématique. C'est en ce sens-là qu'il est un perdant. Oui, mais en même temps, 60% du groupe francophone avait voté oui. Alors, bon, il aurait dû tabler là-dessus, etc. Mais je trouve ça trop sévère de le qualifier de perdant et de colonisé. Je trouve ça trop sévère et je pense que c'est difficile de garder un lien organique avec notre passé et l'histoire si on passe notre temps à dire que tous nos chefs ont été des losers. Tous. Parce que trouvez-en un là qui a gagné. Il n'y en a pas grand monde qui a gagné. Papineau s'enfuit, Mercier meurt d'un problème de corruption, Duplessis, on n'en parle pas, etc., etc. Donc, Lévesque, bon. Alors, finalement, il n'y a jamais eu de chefs qui ont gagné. Donc, pourquoi étudier le passé? Quelle leçon tirer de ça? Aucun intérêt. C'est une suite sans arrêt, sans interruption de losers. Alors, je trouve que c'est trop sévère et je pense que ça peut juste continuer, approfondir l'inhibition par rapport à notre rapport à nous-mêmes, puis par rapport au rapport à l'histoire. Il y a certainement une condition tragique dans la condition québécoise et canadienne-française, et en partie peut-être, d'autres l'ont dit bien avant moi, là, mais parce qu'il y a encore des Québécois francophones qui considèrent que le Canada est leur pays.
Je veux dire, il y a une portion significative. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que et Trudeau et Chrétien jouent ces cordes, la corde du patriotisme canadien-français, ce pays que nous avons conquis, la vérandrie et tout ça. Trudeau a tenu des discours très forts sur ça. Et donc, quand il en appelle à ce patriotisme canadien-français, ce patriotisme canadien au sens de la Nouvelle-France, de ce grand continent que nous avons conquis, donc, mais il nous en reste la moitié, c'est le Canada, eh bien, visiblement, il y a une corde là qui vibre. Et donc, est-ce que c'est du colonialisme? Je pense pas. Je pense que c'est une ambivalence. J'aimerais ça que ça soit pas le cas. Qu'on se rende à l'évidence que c'est pas, que dépasser la rivière des Outaouais, c'est plus tout à fait notre pays. Mais visiblement, il y a encore une corde qui joue et j'en viens à penser que pour avoir une crédibilité, ça veut pas dire qu'on répète les mêmes erreurs, mais pour avoir une crédibilité, peut-être qu'il faut, pour les plus jeunes, qui, eux, n'ont pas vécu le Méïch puis les constitutions, ben, il faut voir avec les nationalistes plus modérés comment faire encore la démonstration que ce pays-là n'est pas vraiment pour nous. Sinon, je vois pas comment on peut, par la pédagogie ou d'autres moyens, remobiliser les gens. L'ambivalence dont vous parlez, c'est l'ambivalence du colonisé lui-même. C'est-à-dire, c'est indissociable de l'ambivalence, le fait d'être colonisé, c'est-à-dire de se lever pour chanter l'hymne national canadien au hockey. Ça me semble être un acte idéologique de première force, c'est un tour de force. Qui a été écrit par un Canadien français. Oui, bien sûr, c'est ça la grande force. C'est pour ça que le juge en chef de la Cour suprême a été longtemps un Québécois, Antonio Lamère, qui disait ça m'a pas trop mal réussi, moi, le Canada, je suis juge en chef. Oui, mais dans les sociétés colonisées, on mettait toujours une personne de couleur. C'est pour ça que le titre de Pierre Vallière ici évocateur, Nègre blanc d'Amérique, qui conçoit, en plus, il pensait en anglais, White Niggers of America, résume à peu près toute la condition québécoise. Évidemment, c'est très désagréable à admettre quand on a harnaché des rivières, puis qu'on a une caisse de dépôt, puis le fameux bas de laine des Québécois, puis qu'on s'est mis dans le business, nous aussi. C'est ça qui nous cache notre réalité politique, mais elle demeure, elle persiste. Et pour les perdants, je sais bien que ça peut paraître sévère, mais comme je vous dis, là, c'est pour ça que j'ai pris la peine, en quoi j'étais assez pédagogue, de dire qu'on avait l'impression de lever la main sur ses parents quand on critiquait. Ça donne quand même un certain attachement par rapport au chef. Mais il faut passer à autre chose. C'est-à-dire qu'il faut faire le procès expéditif des personnalités perdantes, au sens où Pierre Bourgault disait « on n'a rien gagné depuis 200 ans ». Et donc, il le disait avec conviction, mais ça n'enlève rien à la qualité des hommes, à l'admiration qu'on peut leur porter, mais d'un point de vue politique, il faut véritablement les larguer pour changer le modèle, puis refonder autrement ailleurs. Puis je suis pas sûr que l'argumentaire économique, puis la rhétorique, puis la conviction, puis l'espèce de lutte gréco-romaine avec un électorat. Je pense que la vraie question, c'est voulez-vous survivre en parlant un français? Voulez-vous que vos enfants parlent français dans 20 ans, dans 30 ans? Ou voulez-vous être au Nouveau-Brunswick ou progressivement ressembler à ça? C'est certain que 7 millions ou 8 millions de personnes disparaissent pas du jour au lendemain, là, mais l'agonie est assez odieuse à voir. Je suis absolument d'accord. Et une des conversations que j'ai eues justement avec Jacques Beauchemin, qui est votre collègue à l'UQAM, qui a été sous-ministre responsable de la politique linguistique sous le PQ, et lui, le constat qu'il a tiré, je voudrais pas parler à sa place, je veux pas faire de grandes révélations, mais il a eu le sentiment, en finissant son mandat, qu'il y avait une dépolitisation de la question linguistique. Il testait les gens au niveau... en fait, ce qui crée une vraie réaction, ce qui mobilise les gens, c'est la question du multiculturalisme. Là, on a l'impression qu'on touche à une corde sensible. La question du niqab, le kirpan, ça les a pas empêchés pour voter pour Trudeau, mais quand même, cette question-là est plus sensible, alors qu'il y a un faux sentiment de sécurité par rapport aux Français. Alors comment, dans un contexte où on est, entre guillemets, confortable, on n'est plus dans le mépris aussi ostentatoire qu'on a déjà connu, repolitiser cette question et expliquer aux gens qu'il y a vraiment un contexte d'insécurité, là, que on peut être individuellement, là, ça va, là, on se débrouille en anglais, puis notre vie est bien, mais que notre communauté, là, dont on hérite, mais elle est fragilisée. Comment faire ça? Moi, je cherche la réponse. Merci. Je vais donc
prendre une autre question, mais ça confirme une des hypothèses que j'ai déjà développées, c'est que, à mon avis, c'est la loi 101 qui a sauvé le Canada. Parce que ça a sécurisé les gens, ça leur a enlevé le sentiment de danger, et ça a eu comme effet, je pense, d'empêcher une partie de la population québécoise d'associer indépendance et survie à long terme du fait français en Amérique. Donc, vous voulez intervenir? On vous écoute. Merci. Donc, une question en deux parties, mais les deux parties, me semble, se rejoignent assez bien. Donc, l'intervenant est jeune, demande si il y a quelque chose dans le projet actuel du mouvement qui peut interpeller les jeunes. Je pense que je vais donner la parole à Éric Bédard parce que c'est une des questions auxquelles il répond dans son livre notamment, puis Christian Saint-Germain pourra répondre par la suite. Je vais répondre comme en deux temps. Moi, ce qui m'a frappé quand j'étais un militant, jeunesse, là, j'étais porte-parole des jeunes du Parti québécois, et là, on était en pleine effervescence post-Meach et tout ça. C'est que les chroniqueurs répétaient toujours que l'indépendance et la question nationale n'intéressaient pas les jeunes. Et que M. Parizeau, c'était la vieille garde, l'arrière-garde, ça n'avait aucun intérêt. Les jeunes en étaient branchés sur le monde, tout ça, c'était fini. Moi, je voyais autour de moi que c'était pas le cas. Je sentais ça intuitivement. Et mon défi, c'était, en termes communication, d'essayer d'illustrer ça dans l'espace public, que c'était faux, que c'était un argument dont se servaient nos adversaires pour discréditer le mouvement. D'ailleurs, c'est ça. Ben ça, c'est la preuve aussi que c'est des constructions là qui sont utilisées. Alors, ça, c'est le premier point. Deuxième élément, c'est que finalement, c'est nous qui avons rallié un plus grand nombre de jeunes, comparativement non. Et la question, c'est comment, pourquoi? Je me suis posé la question dans le livre, et je le dis comme ça au détour d'un paragraphe, mais mon sentiment, c'est que, et là-dessus, on sera d'accord avec Christian Saint-Germain, c'est qu'au fond, le défaut du camp du non, à part peut-être des petites bribes ici et là, mais c'était d'être trop dans le discours utilitaire. Hein? Votez pour nous parce que ça va être l'insécurité, vous allez perdre vos pensions, beaucoup de discours de la peur. Et quand même, ce qui était invoqué dans le camp du oui, c'était beaucoup plus des choses plus hautes, plus élevées, plus grandes, un appel au passé, à ce qui nous... Et ça, c'est sûr que, bon, là, mon inquiétude, et là j'aimerais vous entendre, c'est que Justin Trudeau, il est dans la suite de son père, et son père concevait le Canada comme l'avant-poste de l'universel, l'humanité réconciliée avec elle-même. Il y a un messianisme dans le trudeauisme, une forme de messianisme. Oui, le Canada, c'est l'avant-poste de l'universel, puis le souverainisme, c'est un crime contre l'histoire de l'humanité. Moi, je l'ai pris au mot. Il pense ça vraiment. Et donc, ça va jusque, ben oui, le niqab, hein, on est donc ouvert, puis on est donc beau, puis il en a même parlé dans son discours de victoire. Et là, ma crainte, c'est que cette espèce de faux semblant et de mirage, que ça accroche un certain nombre de jeunes qui disent, ah ben voilà, c'est ça notre planche de salut. Et à ça, il faut répondre par l'histoire, l'enracinement ou le repère, le temps long, quelque chose de plus organique. Mais bonne chance, comment, dans l'espace public, alors que je regarde les médias, je regarde comment ça fonctionne, tu as l'air tout de suite d'un réactionnaire, d'un conservateur grincheux, et puis c'est ça. Donc, je me pose beaucoup plus de questions que j'ai de réponses ce soir, mais c'est ça. Oui, peut-être la solution est de se faire expulser, mais je vais poser la question, donc, je demande à Christian Saint-Germain de répondre à la question d'Éric Bédard. Ben, je partage les mêmes inquiétudes que Éric sur le retour du fils Trudeau, le retour du fils Duvalier, soyons excessifs. Bébé Trudeau qui revient. Évidemment, il y a une menace là sur l'espèce de faux cosmopolitisme ou universalisme là, qui est là. C'est-à-dire que c'est vrai que percer la médiasphère aujourd'hui, puis entrer en dialogue avec les médias, mais c'est justement le caractère salvifique de perdre la béquille du PQ. C'est pour ça que la fin du PQ a quelque chose d'urgent, puis a quelque chose de l'ordre. Elle a terminé sa vie utile. Le PQ a terminé sa vie utile d'une certaine façon, et le plus grand service qu'il pourrait rendre, c'est de laisser, d'enlever les fausses sécurités, un peu comme les Québécois l'ont fait avec le Bloc québécois avec 19%. Si on pouvait se débarrasser du modèle de récrimination nationaliste tel qu'il a été entendu depuis 50 ans, si on pouvait faire le ménage, on pouvait se purger. C'est pour ça que je parlais de brûler en effigie. C'est pas parce que j'étais sévère, je tiens à le réitérer. Mais si on pouvait se débarrasser de ce modèle-là, puis de se trouver éventuellement d'autres figures historiques, il y a quand même, entre les années 70 d'effervescence, on se heurtait à, j'allais dire, un conservatisme bien plus fort en 70, c'est-à-dire le débat pour faire apparaître des gens comme Marc Carbonneau, ces obscurs qui prenaient d'assaut une armurerie canadienne. Là, il faut voir comment il y avait une énergie
pour la liberté, une soif, un véritable appétit de changement social. Je pense pas qu'il ait disparu. Je pense juste qu'il s'agit tout simplement d'une parole subversive, de s'adresser essentiellement aux jeunes. Je suis pas du tout pessimiste par rapport aux jeunes, mais il faut réinventer. Puis réinventer, ça veut dire faire le ménage dans les vieux modèles qui ne fonctionneront pas et qui ne fonctionnent plus, et être capable de liquider au plus vite ces modèles-là. Plus ils traînent dans le paysage, plus on est justement dans la reprise d'un épisode de Symphorien, là, avec du monde qui quête. Puis, en tout cas, si on gagne pas, on va aller chercher un autre juge à la Cour suprême, on va avoir des points d'impôt. Tout ça doit être bazardé le plus vite possible, là. C'est-à-dire qu'il faut risquer quelque chose qui peut sembler tout à fait romantique à première vue, mais qui peut se donner des assises aussi solides et aussi pénétrantes qu'arriver à 50 000 votes. C'est ça qu'il faut faire, mais évidemment, la première question qu'on nous pose, on dit toujours oui, mais vous, qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez été là, ou qu'est-ce que vous feriez? Non, mais commençons par nous débarrasser du vieux modèle, la matrix dans laquelle on est, là. C'est déjà un travail, un ménage extrêmement difficile, une purgation des modèles, des réflexes. Essayons de faire l'ascèse de ça, puis après ça, acceptons l'errance, vivons dans l'humiliation ethnique à Montréal. En tout cas, commençons à la découvrir, comme ceux qui nous ont précédés ont pu le faire. Et puis on verra, après, il émergera quelque chose, mais si on veut conserver un PQ comme une vieille Union nationale qui n'en finit plus de mourir, ça retarde les affaires, c'est-à-dire ça retarde notre possibilité historique de faire quelque chose, là. Merci. Donc, on avait prévu 1h30. On aura le temps pour une dernière question. On vous écoute. Oui, donc la question, si je la comprends bien, c'est que, alors, votre constat, Christian Saint-Germain, c'est que le peuple québécois est aliéné et que le propre de l'aliéné, c'est de pas savoir qu'il est aliéné. On en sort comment? C'est une question extrêmement difficile, là, au sens où, c'est-à-dire on pouvait même croire que Parizeau et Bouchard pouvaient être des leaders extrêmement valables jusqu'au moment où ils perdent, là. Mais comment on sort d'un État colonisé? Comment des gens qui sont nés dans un peuple colonisé peuvent cesser de l'être? C'est ça, c'est comment il faut s'appuyer sur l'eau pour sortir de l'eau. Enfin, soyons zen. Et donc, on peut pas y échapper. Est-ce qu'il y a des solutions pratiques immédiates? Moi, la seule solution pratique que je vois, c'est de nous débarrasser du Parti québécois, pas parce que j'ai des velléités contre ce parti-là qui est sympathique, social-démocrate, gentillet, écologiste. C'est pas pour ça. C'est parce que je pense que ça épurerait le paysage. C'est-à-dire qu'on serait devant lucidement, on s'affronterait à ce qui nous attend, c'est-à-dire à des libéraux plus fédéralistes que le fédéral lui-même, à une anglicisation rapide, à des sociétés d'État qu'on cesse de vouloir défendre sans cesse parce qu'on pense que ça, c'est comme les bijoux de famille, là. C'est comme si on critique l'Hydro-Québec ou si on critique la Caisse de dépôt, si on porte atteinte aux joyaux de la Révolution tranquille. Non, c'est précisément il faut passer à autre chose qu'au Parti québécois. Qu'est-ce que ça peut donner? Je ne le sais pas, mais je sais une chose, c'est que c'est certainement pas avec la montée au pouvoir d'un mania de l'entreprise, d'un mania d'entreprise qu'on va aller beaucoup plus loin, que des gens beaucoup plus intelligents que lui, Parizeau et Bouchard, en l'occurrence, n'ont pas réussi à faire. Ça me semble évident. Moi, il y a une chose qui m'agace en ce moment, c'est le syndrome du nom sur la coupe que j'entends. Et là-dessus, je suis d'accord avec le titre, là, les vieillards, la revanche. L'agitation des grands vieillards. L'agitation des grands vieillards. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens qui disent Pierre-Carl Péladeau, c'est notre dernière chance. On pèse sur le gaz et il arrivera ce qui arrivera. Tu pinces le nez aussi. Oui, dans certains cas, on peut imaginer. Des gens, là, oui, c'est vrai, ceux qui viennent du milieu syndical. C'est ça, ben oui. Bon. Ils sont ralliés, hein. Ils sont ralliés, absolument. Mais là, on pèse. Et puis, advienne que pourra. De toute façon, après, on sera plus là. On aura fait notre possible, puis... Moi, j'aime pas du tout cette perspective-là parce que je considère qu'on a existé avant une époque, là, avant le cycle de la Révolution tranquille, le Québec, le Canada français, tout ça a existé pendant des siècles et j'ose espérer qu'on va exister encore. Je suis assez sombre et pessimiste, mais il faut laisser les portes ouvertes. On peut pas comme ça, juste parce qu'on dit, moi, c'est ma dernière chance, moi, hypothéquer l'avenir. Et ça, je trouve ça insupportable. Ce discours sur la dernière chance,
aussi, ça veut dire que les plus jeunes, c'est une bande d'incapables, ils seront jamais capables. Nous, si nous, on n'a pas réussi, imaginez c'était cette génération, je m'excuse, d'idiots visuels, là, voyons donc, on peut pas compter sur ça, là. Bon, on leur a enlevé le collège classique. La démocratie. On leur a enlevé le collège classique, c'est des analphabètes, ils sont sympathiques, mais bon, ça, on peut pas compter sur eux pour faire ce grand projet. Ça, c'est la première chose. Par contre, là où je suis mal à l'aise avec Christian Saint-Germain, je trouve que ça sent la politique de la terre brûlée, là. On rase tout ça, là, puis on recommence à zéro. Et ça, c'est ce qu'on a fait avec la Révolution tranquille. Il y avait beaucoup de ça dans la Révolution tranquille. Et moi, j'ai dans plusieurs de mes écrits, puis je pense que vous aussi, d'une certaine façon, et ça ressemble à ça. C'est-à-dire, écoutez, là, ma bande de mous, là, vous allez voir ce qui va se passer dans la réalité. Il y a quelque chose qui va sortir. Il y a quelque chose qui va sortir du néant, finalement. Hein? Laissons aller les choses, et puis ça va, dans ce magma d'incertitude et de médiocrité, va peut-être surgir une rose qui va donner, éventuellement, un nouveau grand mouvement, enfin inspiré par Hubert Aquin et Gaston Miron. Et là, on pourra peut-être gagner avec un Washington qui sera à côté d'un Jefferson, hein, les deux grands piliers qui nous manquent, parce qu'on avait juste un Jefferson en 37. On n'avait pas de Washington, on n'avait pas d'armée. Mais il y a quelque chose de ça dans ce que vous dites, et ça, c'est sûr que là, ça me fait peur, parce que c'est justement ça qu'on a fait dans les années 60. On a dit, on coupe tout, puis on recommence. Et là, on arrive à la fin de ce cycle-là. Ça, j'en suis conscient. Mais j'hésite à faire le pas de plus que vous faites, vous, en disant, là, bon, c'est fini, là, reviens-en. J'hésite à le faire parce que... C'est pas le beau risque, quand même. Non, je sais bien. Mais c'est-à-dire que moi, je crois aux institutions. Je pense que le PQ, c'est des êtres humains. C'est une institution qui a été créée avec un objectif. Il est loin d'être parfait, mais en même temps, c'est des individus qui le font, le Parti québécois, ou peu importe l'instrument. Et donc, si on considère avec un objectif, éventuellement, avec une mission historique, si on considère que cette mission historique n'est plus valable, qu'il faut juste un nouveau modèle, un nouveau bolide, peut-être, mais c'est quelque chose de construire un parti. C'est vrai que ça peut se faire vite. L'histoire du PQ le démontre. Il a quand même pris le pouvoir après 8 ans. Mais on dirait qu'en même temps, moi, je vois le Parti québécois comme une grande institution, et de le saccager, de recommencer à neuf. On lui a quand même donné la chance aux coureurs. Ça, c'est sûr. Non, je vous le concède, mais là, ma crainte, c'est l'éclatement, mais total. L'éclatement, Québec solidaire, CAQ, Option nationale, 48 partis. Là, on est complètement fractionné, puis face à nous, il y a les libéraux qui sont là pour 20 ans. Oui, mais ils le sont quand même pour 20 ans. Même pas nécessairement. C'est ça le problème, là. C'est que Couillard est quand même quelqu'un d'extrêmement intelligent. Charest aussi, c'était des comédiens. Charest est un comédien exceptionnel, là. On parle de quelqu'un qui est doué au plan politique, qui est redoutable. C'est-à-dire, c'était peurant avoir des chefs comme ça. Couillard, est un passeur d'examen. Là, il est capable de tenir tête à un héritier du magma qui n'a pas beaucoup passé d'examen pour faire 5 millions par année, là. Et donc, il est capable de tenir. C'est pour ça que c'est pour ça que l'image de la Maison Dieu, là, de la tour qui doit s'effondrer, s'applique au PQ. Il faut prendre le risque. C'est vrai que c'est un risque. C'est vrai qu'il y a des gens très intelligents au PQ. Personne n'irait ça. Des gens admirables. Mais, il faut prendre le risque de l'errance, puis de l'errance prophétique même. Parce que notre affaire, il y a une petite citation de Lionel Groulx que je cite, et évidemment, qui est toujours scandaleux de citer Lionel Groulx, même si on arrête à la station de métro. C'est qui dit notre vocation est une vocation surnaturelle qui va au-delà du patriotisme. C'est quand même une formule, oui, c'est une formule romantique. C'est-à-dire qu'il se branche directement sur la folie de l'Amérique française fondatrice, là, justement des La Vérendrye, des Cavaliers de la Salle, afin de tous ces grands personnages. C'est eux qui c'est les ancêtres dont vous parlez au début de votre ouvrage. C'est vers eux qu'on se tourne. Et donc le fait de liquider une coalition de gens de gauche, de droite, qui savent pas s'ils s'en vont à gauche, c'est à droite, comme dit Landry, ni à gauche, ni à droite en avant. C'est de la fuite en avant, là, c'est ça. C'est vraiment, je n'arrive pas à, je sens votre attachement, je le respecte. Mais je pense pas qu'il est, si on veut une solution pratique, là, c'est ça la question. Il faut se purger de ce parti au plus vite. Même, peu importe le coût, parce que de toute manière, on n'a pas un billet gagnant, là. On n'a pas le billet gagnant. On a un billet, la valideuse ne nous donnera pas, là. Non, je comprends. On va perdre dans le désordre d'une manière ou d'une autre. Ce que je sens aussi, c'est parce qu'un des reproches qu'on peut faire à Groulx,
c'est qu'il a été un grand berger. Hein. Il y a un livre d'ailleurs qui est consacré, le mythe du berger. Il s'est présenté à nous comme une sorte de berger, un prophète, quelqu'un qui nous a éveillés. Mais en même temps, il y a un point aveugle dans sa pensée politique, c'est la question de la politique, mais concrète là. La politique. Oui, c'est un père, c'est un prêtre. Non, mais je veux bien, mais il y a eu le père Lévesque était pas mal bon en politique. Oui. Georges-Henri Lévesque était pas mal bon en politique. Il comprenait comment ça marchait. Puis les libéraux. Au Rwanda, ça n'a pas été un succès, mais enfin, peu importe. Non, mais je veux dire par là qu'il y avait un point aveugle un peu chez Groulx, et j'ai l'impression que quelque forme que va prendre une configuration partisane, ça va toujours vous décevoir. C'est-à-dire, la politique concrète de terrain est toujours un peu décevante par rapport à l'idée, par rapport au... Il faut peut-être un peu faire son deuil de ça, puis dire, bon, là, on a une machine qu'il faut rapiécer, là. Oui, là, il faut faire un boost sur le V8, là, le moteur, mais il y a un bolide. Parce qu'il ne reste que des politiciens de carrière, là. Oui. C'est ça, là, le problème. Oui. Et donc, pour l'envergure du projet, bon, il serait bon chez les libéraux, mais pas pour un parti qui prétend à l'indépendance nationale. C'est pour ça qu'il s'est incrusté au fil du temps des gens qui font carrière dans la chose péquiste, dans la péquisterie, là. Madame Marois en était le meilleur exemple. C'est-à-dire, elle ne rêvait que de faire un tour de poney comme femme à la tête de l'État. C'est ça qu'elle a fait, mais on peut pas se permettre de faire des tours de poney à Boisclair pis à Marois quand l'enjeu, nous, c'est pas tant l'asphalte à répandre, mais c'est autre chose, là. C'est le français à se faire survivre. Enfin, on n'est pas du tout dans la... Et donc, on peut pas se permettre des jeux d'élection de mauvais Dalai Lama. C'est aussi simple que ça. Il faut le choisir. Puis le corps électoral pour le Dalai a pas l'air d'être très fort du côté du PQ. C'est tout. Alors, on va terminer sur cette image. Mais j'aimerais d'abord remercier nos deux conférenciers, et j'invite les gens évidemment à se procurer les ouvrages qui sont disponibles ici. Donc Éric Bédard, Années de ferveur 1987-95 chez Boréal, et Christian Saint-Germain, L'avenir du bluff québécois, la chute d'un peuple hors de l'histoire, et c'est publié aux éditions Libère. Merci beaucoup.